Mon chéri, le chemin du baiser était beau, n'est-ce pas? Et Satan fut si tentant. Mais qu'est-ce que cela après avoir passé une nuit noire? Noire ou blanche? Vraiment, je ne sais plus. Mais je redescends toujours solette l'escalier qui conduit au bonheur. Alors une émotion. Il y en a tant, mes trains, et j'ai le vertige. Dehors, je suis automatiquement le trottoir qui conduit à la tombe. Certes, elle est là exprès. Douce vision enflammée de ma vie. Peut-être encore que mes pas cadencés intriguent ces inconscients au moqueur regard, et qui m'agacent moi qui n'ai vraiment nulle envie d'attirer l'attention et qui m'en vais. L'âme vidée, comme un trou noir aplani par le ravage de la conscience qui se livre au néant. L'enchantement de la fatale destinée confiée à l'au-delà. Vivre déjà un peu d'éternité. Néant commencement de tout, au-dessus de tout, comme j'aime te ressentir, comme je me livre à ta force qui est aussi la fin de tout. Nadja, comprends-tu? Bienvenue dans le miroir de la muse, un podcast qui porte sur les muses d'avant-garde et réalisé par moi, Brianna, doctorante en littérature française à l'Université de Toronto. Aujourd'hui, notre muse est une femme qui est devenue une figure culte du surréalisme, Léona Camille Ghislaine Delcourt, alias Nadja, que le monde rencontre pour la première fois en 1928, année de la publication du récit célèbre d'André Breton. Le texte suit le rapport entre le pape du surréalisme et la jeune femme dite curieusement fardée sur une période de 9 jours, du 4 au 13 octobre 1926. La correspondance entre Nadja et Breton ne s'est pourtant achevée qu'en février 1927, quelques semaines avant l'enterrement de Nadja. Au cours de leur relation courte, Nadja se révèle être une artiste douée, réalisant des dessins aussi beaux que bouleversants, qui mettent en avant un univers surréaliste, privilégiant en particulier les yeux, et engendrant un regard inquiétant et captivant. Les yeux dans ces dessins renforcent le rôle de Nadja en tant que voyante. Elle prédit l'avenir de Breton et l'influence qu'elle aura sur sa vie et son travail. « Tu écriras un roman sur moi, je t'assure, » lui dit-elle. Nadja représente l'incarnation même du surréalisme. Elle semble être guidée par son inconscient, par un ailleurs auquel personne d'autre qu'elle n'a accès. Si le récit de Breton est l'une des œuvres les plus importantes de la littérature du XXe siècle, c'est parce qu'il est difficile de rester indifférent en tant que lecteur au pouvoir et mystère de Nadja. De la même manière dont elle marque Breton, Nadja nous marque aussi. On veut la suivre dans son monde onirique et en savoir plus sur elle. Sa trace se montre ineffaçable. Nadja, en tant que personnage créé par Léona Delcourt et immortalisé par Breton dans son texte, dont la deuxième version sera publiée en 1964, reste une énigme impossible à résoudre, qui séduit par cette impossibilité même à être complètement saisie. Il y a cependant une femme derrière le personnage, une personne bien complexe, créative et résiliente, mais aussi seule et souffrant d'une maladie mentale. Pour ce portrait radiophonique de Léona Nadja, j'ai eu le grand honneur d'interviewer des chercheurs qui se sont beaucoup intéressés à elle, Kate Conley, Mary-Laura Papla et Georges Sebag. Nadja, 1902-1941, qu'est-elle?
Nadja fait partie d'une famille du nord de la France, mais aussi dont la mère est liée aussi à la Belgique, donc c'est la frontière de la Belgique et de la France. Elle est née presque dans un faubourg de Lille qui s'appelle Saint-André. Elle est née à Saint-André. Donc là, il y a quelque chose, d'ailleurs breton, qui ne veut pas révéler l'identité de Nadja, aurait pu faire allusion à ça, mais enfin, il parle de Lille. Donc, elle est née dans un milieu bon, qui n'est pas absolument pauvre. Son père est à la fois une sorte d'artisan qui a aussi, semble-t-il, une sorte d'intérêt artistique. Bon, sa mère est davantage une ouvrière. Et puis, elle est dans une famille où elle n'est pas la seule. Et dans sa famille, il se trouve, enfin ça, c'est en partie grâce à Esther Albach, qui a fait une enquête autour de tout ça, on apprend qu'elle a une sœur qui meurt, et c'est assez important, ça, comme dans la famille. Donc c'est une famille, je pense, qui est, on peut dire, modeste, mais néanmoins, elle est allée à l'école, et je veux dire par là qu'on va s'apercevoir qu'elle sait quand même écrire. On ne sait pas combien d'années d'études elle a suivi. Ce qui est important, c'est que, alors qu'elle a seulement 18 ans, donc elle est née en 1902, et en 1920, elle a un enfant. Et ça, évidemment, il semble que ce soit un soldat ou un officier, enfin, on ne sait pas, anglais, et qui soit le père, mais enfin, il n'y a pas eu finalement de mariage. Elle a dû, en somme, se retrouver avec cet enfant. Elle va ensuite le confier à sa mère, à ses parents, et voilà, elle va faire ce séjour à Paris. C'était très précaire. Et il fallait des protecteurs parce que, bien sûr, et puis surtout les femmes, bon, il y a sans argent, sans éducation, sans famille, parce que Nadja elle avait choisi de quitter sa famille parce qu'il y avait pas, ses choix étaient déjà limités. On a l'impression qu'on ne sait pas si elle avait choisi d'être mère ou pas, elle a laissé un enfant. Mais c'est sûr que, puisqu'il n'y avait pas de choix, elle a, elle a voulu essayer, elle a voulu tenter ses chances à Paris. Et c'est sûr qu'étant toute seule, sans argent, sans famille, bon, elle avait des protecteurs, un peu, Breton était un de ses protecteurs pendant un certain moment, mais ça ne durait pas pour elle. Les rues deviennent dangereuses et c'est là où je crois que les hommes ne comprenaient pas tout à fait cette réalité-là. Travailler dans le magasin où elle vendait quoi que ce soit, mais c'est sûr que ces propositions ne l'intéressaient pas. Elle a l'air de vouloir quelque chose d'autre, Nadja, pendant toute sa vie, ou de les traces qu'elle laisse. Ce que nous savons sur sa vie donne l'impression qu'elle voulait quelque chose d'autre. Elle a essayé, elle a refusé les options limitées qu'on lui offrait parce qu'elle tentait vraiment de trouver ce qu'elle voulait. Breton lui-même insiste sur le fait qu'elle était pauvre. Elle a sans doute essayé d'avoir des emplois. Donc le mot employé, c'est d'ailleurs le nom qui figure dans sa feuille lorsqu'elle est reconnue folle, hein, à l'asile, enfin, à l'hôpital. Hein, c'est le nom d'employé. Donc je pense qu'elle a tenté en effet d'avoir des emplois, mais je pense aussi qu'elle a trouvé une sorte de combine qui était que elle a pu rencontrer, et d'ailleurs en breton on parle,
ce qu'il appelle des protecteurs, des personnes sans doute souvent beaucoup plus âgées qu'elle, qui peut-être, qui en effet l'entretenaient et qui faisait qu'elle n'était sans doute pas, elle n'avait pas le statut qu'on pourrait dire vraiment de prostituée. Donc elle avait une certaine marge de liberté. Elle n'avait pas justement un protecteur au sens de quelqu'un qui s'occupe de prostituées et les fait travailler. Pas du tout. Et c'est cette situation d'entre-deux, hein, c'est-à-dire qu'elle était dépendante, mais avec quand même une certaine, je dirais, individualité qui faisait que elle tenait le coup sur le plan économique. Mais enfin, vivre à l'hôtel pendant des années, il est certain que ça demande quand même un peu d'argent. Et puis, il y a ces passages concernant le fait comme elle fréquentait des milieux qui pouvaient être aussi proches du milieu artistique, il est possible qu'elle se soit un peu droguée. Et surtout, peut-être ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'elle n'a le modèle à laquelle elle aspirait n'était pas justement cette danseuse, Nadja, hein, à laquelle elle empruntait son nom, cette Béatrice Wenger, c'est une personne très importante, très intéressante, c'est une Américaine euh, qui est d'ailleurs une véritable œuvre à tout point de vue, même qui a écrit. Je pense que la danseuse Nadja, c'était peut-être aussi une figure qui pouvait, d'une certaine façon, représenter un peu l'idéal de Nadja. André, j'ai bien des choses à vous dire. Venez m'écouter cet après-midi, ou plutôt vers 5h30 au Petit Café, rue Lafayette. Il y a malentendu entre nous. Je vous expliquerai. Je veux vous revoir. Nadja. Pour les surréalistes, ils comprenaient la flânerie comme un exercice qui était à la fois artistique et aussi politique. Donc artistique parce que ça inspirait leur art, leur écriture, mais aussi politique parce que c'était une façon de se mettre contre le capitalisme, contre le travail. Donc, ils ont beaucoup pratiqué la flânerie. La rencontre, c'est si je veux dire, c'est le b.a.-ba de l'esprit surréaliste, c'est-à-dire le fait que quelque chose se passe, en effet, qui est à la fois étrange, qui vient nous surprendre et qui quand même est lié à des sentiments forts, c'est-à-dire que c'est une apparition qui aussi nous attire, nous déstabilise. Pour Breton, c'était une rencontre très, très importante. Pour Nadja, c'était probablement une rencontre comme les autres qui n'a pas abouti à vraiment grand-chose pour elle. Ce que Breton a beaucoup aimé, c'est ce qu'elle voit. Elle voyait avec des yeux surréalistes. Elle voyait les choses qu'on n'était pas censé voir, des fantômes, ou des lumières qui s'allumaient, qui voulaient dire quelque chose. Donc, elle donnait justement de signifiance aux choses que les autres gens auraient ignorées. Et bien sûr, les surréalistes, comme on le sait, adoraient ça. Ça a inspiré Breton et ça a affirmé, je crois, ses idées sur le surréalisme, qu'on pouvait voir dans la ville ce qui existait sous la réalité et qu'on pouvait avoir une expérience très profonde de la ville. Nadja avait aussi presque, je crois, tout ce qu'elle a décrit de la ville a été coloré par, je ne veux pas dire la peur, mais peut-être par l'anxiété, par une certaine incertitude.
pour Breton, c'était plus un jeu, je crois, de voir ces lumières bizarres ou de voir un serveur se comporter d'une manière très bizarre. Pour Nadja, la ville lui posait certains problèmes, où habiter, où dormir, où manger, où rencontrer mes amis. Mais ça posait... Breton avait une maison, un appartement dans lequel il vivait avec une femme, avec sa femme. Donc, il avait un foyer. Nadja, même pour faire ses rendez-vous, il y avait toujours un peu d'incertitude. Et alors pour elle, bien sûr, sans protection, la ville était une fascination, mais aussi un lieu dangereux. André, quel beau jour, André. Je viens de me réveiller toute transformée, et je me sens si légère de pouvoir respirer à plein poumon de ce beau ciel, qu'il me semble être transporté dans un autre lieu. Et puis on dirait que tout est de concert. Ces oiseaux qui chantent en sautillant à ma fenêtre. Pourquoi, André, mon âme est-elle dans un état où tout paraît possible? Pourquoi cet apaisement? Ai-je fait un si beau rêve? Était-il si fort pour m'enlever ce fardeau de douleur, de crainte, de dégoût? Non, je ne sais au juste ce que c'est. Si tu étais là, mais j'ai ton livre. C'est toi quand même, n'est-ce pas? Et il me comprend bien quand je te sers. Parfois il me chuchote une bonne pensée. Tu aurais mieux fait de l'intituler Éclair de mes traits, quand je te serre ainsi contre moi. J'évoque la puissante image de notre rencontre, près du métro Saint-Georges. Je te vois marcher vers moi avec ce rayon de douce grandeur attaché à tes boucles, et ce regard de Dieu. Pourquoi a-t-il fallu que tout cela s'assombrisse dans d'amères nécessités? André, je veux acquérir votre estime. Je changerai de vie s'il le faut, puis vous, ce n'est pas trop tard. J'obtiendrai quand même votre amitié. Je n'ose pas dire votre présence. Je vous prie d'oublier les paroles incohérentes que je vous ai dites l'autre soir et de présenter à Simon l'expression de mes meilleurs sentiments. Denise est-elle encore chez vous? Embrassez-les pour moi, qui n'ose plus vous tendre les lèvres. Nadja. Breton, il voit dans Nadja une personne qui est complètement libre et nous savons, et il lui-même commence à comprendre qu'elle est aussi libre qu'elle est parce qu'elle commence à vraiment souffrir d'une maladie mentale. Et donc, elle n'a pas d'attache. Et les attaches qu'elle a, son enfant, sa famille, ne sont pas à Paris. Donc, elle est très seule. Mais Breton lui-même cherche à se libérer de ses attaches. Et c'est très difficile pour lui. Breton a un grand conflit interne dans le sens qu'il essaye d'encourager ses lecteurs à laisser de côté leur éducation, laisser de côté leur attache, mais lui-même avait été, il était quelqu'un de nature assez rigide. C'est pour ça qu'on l'appelait le pape du surréalisme. Et c'était aussi la personne qui était le pédagogue du surréalisme, parce que c'était lui qui écrivait tout. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle découverte, une nouvelle réflexion qui venait du groupe, souvent pas uniquement de lui-même, il écrivait le texte pour décrire ce qui s'est passé. Et c'était ou bien un texte collectif ou bien un texte original de sa propre réflexion, de sa propre pensée. Et donc, ce que nous connaissons sur le surréalisme, nous le connaissons vraiment grâce à l'effort de Breton. Et donc, cette tendance de tout écrire, de tout inscrire, ça allait vraiment contre cette idée qu'il avait qu'il fallait tout laisser, qu'il fallait se libérer et se donner complètement au merveilleux. Alors, dans Nadja, quand il l'a rencontrée,
il voyait une liberté d'esprit, d'imagination à laquelle lui-même aspirait, mais qui allait un peu contre ses propres tendances. Donc, il était fasciné par elle. Et aussi, bien sûr, je pense qu'il appréciait l'admiration que Nadja avait pour lui. Et que Nadja, qui énonce des phrases comme des prophéties, comme si elle était voyante, et ça aussi est très intéressant pour lui, la voyance, très intéressant pour lui. Et elle voit que Breton va écrire un livre sur elle, qu'il a une lumière, une flamme au-dessus de sa tête. Et donc, cette façon de voir Breton comme un penseur avec énormément de succès, c'était très séduisant pour Breton. Je pense qu'il était très séduit par elle. Et pour donner la part qu'il faut donner à Breton, il a aussi essayé de l'aider. Quand il s'est rendu compte qu'elle avait des difficultés, en partie parce qu'elle n'avait pas l'argent pour payer sa dette à l'hôtel, pour s'occuper d'elle-même, il est allé à l'hôtel, il lui a laissé de l'argent, mais finalement, il ne pouvait pas l'aider suffisamment pour qu'elle puisse se sortir de la situation dans laquelle elle s'est trouvée. Il n'y avait pas assez d'argent pour s'occuper d'elle. Et on se rend compte, bien sûr, de nos jours, que s'il avait été quelqu'un avec des moyens, probablement elle aurait embauché un psychanalyste, elle aurait suivi un traitement et elle ne se serait pas trouvée dans un asile. Et c'est parce qu'elle n'avait pas les moyens qu'elle s'est retrouvée dans un asile. Alors, Breton est beaucoup critiqué pour son hypocrisie d'avoir essayé d'aider Nadja, mais pas assez, et puis de ne pas être allé lui rendre visite. Et puis, enfin, on peut faire toutes ces reproches à Breton. C'est vrai, mais Nadja l'a vraiment inspiré parce que 1926, quand il l'a rencontrée, 2 ans, donc c'est 1926, c'est quand Éluard et Desnos ont commencé à écrire cette grande poésie surréaliste qui a vraiment lancé la littérature surréaliste. 1 an et demi, 2 ans après le lancement de la révolution surréaliste, la publication du manifeste du surréalisme, Breton rencontre Nadja et beaucoup de ces idées qui seront fondamentales à la pensée surréaliste commençaient juste à cristalliser dans la pensée de Breton. Et la rencontre avec Nadja et le texte qu'il a écrit sur cette rencontre a représenté la première vraiment grande cristallisation d'idées capitales pour le surréalisme, comme l'importance de la rencontre, comme l'importance du hasard, comme l'importance du hasard qui doit être objectif. Esthétiquement, dans Nadja, à plusieurs reprises, il décrit des images doubles qu'il a, des rencontres où il voit un dessin dans un livre et ce dessin se manifeste d'un angle d'une manière et d'un autre angle d'une autre manière. Et donc cette idée du fait que dans le surréalisme, il y a une réalité double qui existe, qui est, si vous voulez, au niveau expérientiel du concept surréaliste que nos vies dans nos rêves endormis sont aussi importantes que nos vies éveillées. Et bien sûr, dans la tradition des Lumières philosophiques cartésiennes françaises, c'est uniquement ce qui compte quand nous sommes réveillés et quand nous pensons logiquement qui compte. Alors pour le surréalisme, inspiré par Freud, ce qu'il connaissait de Freud, de dire que toute cette vie qui se manifeste pendant la nuit, pendant nos rêves, pendant nos rêveries, est aussi importante pour l'identité humaine. Et il commence à vraiment exprimer, articuler ses idées dans Nadja. Et puis, bien sûr, c'est dans Nadja qu'il exprime cette idée très importante, et je pense importante pour les femmes, de l'esthétique surréaliste, où il dit la beauté doit être convulsive ou ne sera pas. Quand on est devant quelque chose d'incroyable, on a une réaction complètement physique
qui n'est pas du tout réfléchi. C'est ça la beauté convulsée. Il y a 3 ou 4 choses que je pense qui l'ont touchée. D'une part, le fait qu'elle a répandu à son regard, enfin les yeux, enfin si je veux dire, lorsqu'ils se sont rencontrés, elle a eu faisait comme si elle le reconnaissait, ou il y avait quelque chose qui s'est passé. Donc là, cette complicité, presque cette connivence, c'est quelque chose qui est inattendu et qui est même inespéré. Et ensuite, si vous voulez, la deuxième chose, c'est le fait qu'elle a quand même, dans leur déambulation, à chaque fois, elle s'est conduite de manière, parfois ça l'a beaucoup agacée, mais aussi parfois ça l'a ébloui. Donc quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui avec vous vous entraîne ici ou là, et d'une certaine façon, c'est une sorte aussi d'artiste surréaliste à sa manière, et il s'est dit, bon, elle est comme les surréalistes se disent parfois, elle est des nôtres, elle fait partie. Bon, donc ça, il lui a accordé un pouvoir d'attraction. Ensuite, il y a un autre aspect, je pense qu'il n'est pas négligeable, mais dont Breton ne peut parler qu'à moitié, c'est qu'il y a quand même une part de sensualité entre eux. Donc là, Breton, justement, le fait, on sait bien que dans la deuxième édition, 1963, il a coupé la partie concernant leur nuit à l'hôtel, mais quand on lit les lettres de Nadja, quand même, c'est très clair qu'ils étaient sur le même oreiller, elle embrasse en quelque sorte l'oreiller qui vient de quitter. Oui, il y a quelque chose qui montre que la sensualité qui existait entre eux n'est pas feinte, elle n'est pas négligeable. Donc, je crois, juste la question, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, tous ces éléments favorables, positifs, ne se sont pas combinés de manière, je dirais, ça n'a pas fonctionné. Il faut voir que Breton, dans son récit, il essaye d'éliminer les facteurs franchement négatifs et de façon à mettre la figure ou l'image de Nadja en quelque sorte en perspective et en valeur. Et je trouve que d'une certaine façon, il y arrive. Mais aujourd'hui, ce qui nous donne le sentiment qu'on est encore plus près de Nadja, c'est le fait qu'on peut lire les lettres qu'elle a écrites. Et je trouve que les lettres qu'elle a écrites nous donnent le sentiment qu'on a affaire aussi à une personne très, très contrastée, qui a une force, mais aussi sans doute des faiblesses qu'elle a malheureusement. Enfin, c'est assez compliqué d'essayer d'analyser sa plongée dans la folie. Voilà. André, je suis seule aujourd'hui. Seule, si je peux dire. Non, ce n'est pas être seule que de se souvenir. Et je revois tout. La chambre austère et ton regard d'amour. Ta mine grave et tendre, tes mots si doux. Je ferme les yeux. Quel beau pays, verdoyantes prairies et pommiers dorés. Peut-être que le serpent se cache pour mieux tenter. Et tu es là, près de moi, je te sens, ton joli regard me surprend. J'irai chercher le ciel dans un élan, et ta lèvre chérie me sucera ma vie. Mais qu'ai-je donc dans ma gorge serrée? Il me reste des sanglots, et mes dents mâchent des baisers. Demain, 4 heures chez moi. Ta Nadja.
Et peut-être, c'est ça qui est en effet peut-être formidable, c'est qu'avec très peu de dessins, bon, en effet, on a l'impression que Nadja arrive à représenter à la fois sa personne idéalisée, un peu presque mythologisée, mais aussi peut-être ses inquiétudes. Et bien sûr, le dessin le plus, d'ailleurs, qui a frappé le plus Breton, c'est celui de leurs deux regards croisés. Donc, c'est les yeux de l'un et de l'autre qui vont ensemble. C'est là où ça fonctionne, en somme. Il est vrai avec peu de dessins, elle arrive à nous étonner, alors que parfois, pour qu'un artiste nous étonne, il a fallu qu'il fasse des centaines de dessins. Breton a inclus 10 dessins de la main de Nadja dans son récit, qui sont liés l'un à l'autre par leur mise en scène de mondes mythiques et surréalistes. En témoigne par exemple la figure de la sirène qui se présente dans 2 dessins différents de Nadja et qui renvoie à son identification à Mélusine. Le thème de l'eau se trouve aussi dans le dessin intitulé Qu'est-elle, dans lequel Nadja se représente en tant que fontaine, un grand point d'interrogation la dominant. Nadja semble essayer de se trouver dans ses dessins. Elle s'empare du crayon pour mener sa propre recherche de soi. Son œuvre comprend de magnifiques autoportraits qui n'ont pas été publiés dans le récit de Breton. L'un de mes préférés illustre Nadja dans un croissant de lune. Son regard intense fixe le spectateur. Elle semble bien être dans son élément. Elle fait partie de la lune, c'est-à-dire qu'elle fait partie de notre monde, celui qui dépasse les bornes de la réalité pour soulever le monde libérateur des rêves. Dans un autre autoportrait, intitulé La symbolique trace, elle se présente assise, son regard fixant toujours le spectateur, alors que l'index de sa main gauche pointe vers le ciel. À sa droite se trouve une table sur laquelle est ouvert un livre, laissant découvrir le dessin d'une tête de mort. Devant la table, l'ombre d'une main est en train de prendre un cendrier en forme de cœur, où se trouve une cigarette, dont la fumée représente la tige d'une fleur. C'est la fleur des amants, l'un des dessins les plus connus de Nadja, qui représente une fleur aux 2 pères dieux. Ce dessin est hanté par l'amour et la mort, une sorte de culmination d'Eros et de Thanatos. La mort semble hanter Nadja où qu'elle aille. Dans ses lettres, comme dans ses dessins, elle se présente comme quelqu'un qui est très sensible à la présence du danger. La fleur des amants, qui illustre les yeux de Nadja et ceux de Breton, évoque à mon avis ce désir chez elle d'atteindre l'autre. Elle cherche la fusion avec l'amant, peut-être pour mieux se sortir de la solitude et de la souffrance. De cette manière, son regard se transforme en un regard double. L'amour n'arrive pas pourtant à vaincre la mort. Les dessins, comme les lettres de Nadja, révèlent sa voix à elle, et c'est peut-être pour cette raison qu'elle tenait à ce que Breton lui rende son cahier qu'elle lui avait prêté. Nadja veut s'exprimer, et son œuvre nous permet d'entrer dans sa perception d'une réalité aussi séduisante qu'encombrante. Ainsi se dévoilent les visions d'une véritable artiste surréaliste, qui voulait savoir justement qui elle était. Enfin, je pense que c'est compris, c'est même presque un cliché que quand on regarde dans les yeux, c'est quand on voit une personne. Et quand on rend un regard, c'est quand on se révèle. Donc, un échange de regards, c'est un échange entre 2 personnes. Nadja dirait peut-être entre 2 âmes, un échange d'âmes. Pour elle, c'est très important. Les yeux sont importants pour Nadja aussi parce que, comme nous le savons, grâce à Breton, il faut le dire, elle écrivait et elle dessinait. Et Breton a ces pages dans Nadja où il reproduit, non seulement il reproduit les dessins de Nadja et ses autoportraits, mais il a une page et demie des phrases que Nadja lui a dit. Et donc, pour lui, tout ce qu'elle dit est important. Et donc, elle n'a pas laissé de texte ou de livre, mais ce qu'elle a dit a été donc inscrit
par Breton et reproduit dans son livre. Donc, Breton donne une voix d'une certaine manière à Nadja. Il lui donne une place. Il essaye de montrer cette relation comme un dialogue. Chez Nadja aussi, il y a cet aspect théâtral dans son maquillage qui met l'accent sur les yeux. On sait ce que ça veut dire pour Breton parce qu'il venait de voir cette pièce, n'est-ce pas, dans le théâtre moderne, dans le passage de l'opéra, où cette pièce étrange, où il s'agit de deux femmes institutrices qui tuent une enfant dans leur charge, une pièce macabre. Et l'actrice dont il reproduit la photo avait les yeux très maquillés. Donc, il associe ce maquillage un peu trop autour des yeux avec la théâtralité. Mais la théâtralité, c'est aussi le drame, ce qui est dramatique. Elle jouait des rôles, elle essayait des rôles parce qu'elle se cherchait. Je suis une femme errante. Elle cherchait sa propre identité, elle cherchait sa place. C'était une femme jeune qui manquait de stabilité et elle croyait trouver chez Breton un mage, un philosophe, quelqu'un qui pourrait la guider. Mais en même temps, elle essayait des rôles différents pour essayer de trouver des traces d'elle-même dans ses rôles. Et elle se voyait comme Mélusine, justement, comme un personnage. C'est un moment bien avant Arcane 17 que Breton a écrit en 1944. C'est en 1926 qu'elle se voit dans la fée Mélusine. Breton explique qu'elle fait ses cheveux un petit peu comme il a imaginé Mélusine faisait ses cheveux et elle se représente comme une femme sirène avec une queue de poisson. Et un moyen de voir cela, de comprendre cela, c'est psychologiquement, si vous lisez psychanalytiquement, qu'elle comprenait qu'elle avait un côté qui était sous l'eau, si vous voulez, qui n'était pas tout à fait réalisé. D'une certaine manière, elle avait du mal à trouver ses deux jambes terrestres. Elle avait du mal à marcher et à s'occuper d'elle-même avec compétence dans la société. Et donc, on peut voir dans La queue de serpent, dans ce personnage moitié humain, moitié nymphe, une certaine compréhension en elle-même qu'elle n'était pas en bonne santé mentalement, finalement. Et puis, il y a un autre instant où elle montre à Breton qu'elle est consciente du fait qu'elle n'est pas tout à fait bien dans sa tête. Quand elle pose cette question à Breton, qui a tué la Gorgon? Dis-moi, dis. La Gorgon, bien sûr, c'est la Méduse. Et la Méduse qui avait la capacité de pétrifier chaque personne qui la regardait de face. Elle est transformée en pierre et donc elle a été tuée. Pour moi, c'est d'une certaine manière un aveu de la part de Nadja qu'elle était consciente du fait qu'elle perdait un peu la tête, qu'elle n'était pas complètement en contrôle de ses propres pensées, de sa propre vie. Ces courants d'eau souterraine de son inconscient risquaient de la tirer et de la noyer sous l'eau. Enfin, je pense qu'elle était d'une certaine manière consciente de sa situation. Et d'une certaine manière, avec Breton qui l'écoutait, qui s'intéressait à elle, qui écrivait ce qu'elle lui disait, qui trouvait de la poésie dans sa façon de se représenter comme Mélusine, dans sa façon de lui dire qu'elle pouvait communiquer avec Marie-Antoinette, qu'elle avait cette capacité de communiquer avec les fantômes. Tout cela était très charmant pour Breton, mais lui cherchait des réponses à ce que c'était que le surréalisme. Pour Breton, Nadja était la personne surréaliste par excellence, mais elle aussi cherchait des réponses à ses propres questions chez lui. Est-ce que cet homme qui faisait attention à elle, qui lui parlait, qui lui montrait ses écrits, qui lui parlait de ses idées, est-ce que cet homme pourrait lui donner la réponse qu'elle cherchait
pour pouvoir survivre. Même je remarque, je suis étonné que Breton n'ait pas fait le rapprochement. Parce que qui suis-je, qu'est-elle, c'est la même question. Donc, je pense, je trouve qu'il y a un autre dessin où Nadja aussi apparaît un petit peu en Mélusée, apparaît un peu plus princière, etc. Mais je trouve que ces dessins, c'est le plus intéressant parce que c'est le plus simple et on nous montre une sorte de Nadja, en effet, qui n'ont pas une auréole comme les saints, mais qui est couverte enfin, de cette pluie d'eau qui monte et qui descend et qui montre quelque chose en elle se passe et qui est de l'ordre justement de la pensée. Et en mettant comme titre qu'est-elle, on voit qu'elle est, elle est en action, elle est vivante. Il y a quelque chose qui n'est pas figé. Et c'est peut-être, si j'ose dire, le dessin qui n'est pas, je dirais, pour moi, ce n'est pas un dessin d'une folle, d'une personne. Je pense que c'est au contraire le dessin d'une personne très saine qui comprend que quelque chose, des éléments s'agitent en nous qui vont et qui viennent. Et quand ils montent, c'est formidable. Bon, mais ensuite, ça retombe, mais enfin, le mouvement peut se reproduire. Donc, il y a quelque chose, c'est une sorte d'image vivante, animée, à la fois de la pensée et même de l'existence. D'ailleurs, dans la description que Breton fait de Nadja, il y a les yeux, il y a la main, il y a la démarche aussi, qui fait que d'ailleurs, elle ressemble déjà à une sorte de gradiva avant la lettre. Mais la main, je pense en effet que, bon, c'était au XIXe siècle et même avant, en effet, on était très, disons, sous cette idée que dans les lignes de la main nous décrivent un peu notre vie et que, en sachant lire un peu ce qu'il y a dans les lignes de la main, on va découvrir le secret de notre avenir. Bon, Breton, vous le savez bien, consulte, enfin, ils sont plusieurs dans le groupe surréaliste à consulter des voyantes. Et puis, cette histoire curieuse de cette personne aimée par Nadja, ce garçon qui avait les deux doigts, voilà, donc la main, là, elle n'a pas remarqué. Donc, il y a quelque chose de trouble autour de la main. Moi, ce qui m'a frappé, que j'ai repris à plusieurs reprises, que j'ai repris vraiment, c'est le fait justement que Nadja a, parce que ça, Breton parle, et c'est une des scènes les plus fortes, je trouve, du récit de Breton. C'est la scène des Tuileries ou du jet d'eau. Et là, elle-même pense que le jet d'eau, c'est précisément l'équivalent de quelque chose de spirituel, ou même d'intellectuel. Ce sont des pensées qui peuvent s'élever puis qui retombent. C'est donc quelque chose à la fois de fluide. Vous voyez, ça joue avec l'air, avec la gravitation, ça joue avec beaucoup d'autres éléments, sauf que c'est de l'ordre de la pensée, et c'est tout à fait extraordinaire que Breton lui ait dit que ça a quelque chose à voir avec une vignette qu'on trouve chez le philosophe George Berkeley. Nadja, le fait qu'elle puisse s'approprier et puis qu'elle puisse spontanément donner une interprétation d'un phénomène comme celui d'un jet d'eau, d'une fontaine, et rapporter ça à quelque chose qui n'est pas du même ordre, qui est de l'ordre de la pensée, je pense qu'il y a en effet chez elle une intuition, même vraiment de la pensée, ce qui fait qu'elle n'est pas simplement une pauvre fille. André, je veux vous revoir absolument. Je veux vous causer sérieusement. Vous aimez jouer la cruauté. Ça vous va très mal, je vous assure. Mais je ne suis pas un jouet. En plus, ça n'est pas poli. Je ne peux pas me fixer sur les quelques mots d'un pneu écrits à la hâte. Je me moque de tout.
Je déteste et me détache de tout, et si vous voulez que ça aille jusqu'à vous, on essaiera. Je voudrais mon cahier, si peu ou faux qu'il vous paraisse. Il cache pour moi certains beaux ciels. Tant pis, vous êtes bien comme les autres après tout, et vous ne faites pas honneur à ce que vous créez. Moi je veux conserver mes illusions malgré et contre tout. Je ne regrette rien de ma vie passée pourtant. J'ai une mine déplorable qui fait qu'on me classe facilement parmi celles dont je suis le contraire. Je suis folle ou forte, je ne sais pas, mais je suis une bonne camarade, surtout qui a horreur de la souffrance. Vive le feu, le vrai, la gaieté, la vie. À bas toutes vos grimaces, et j'ai bien compris. À bas les démoralisateurs. Je vois tout autrement que vous et votre suite. J'ai horreur de votre jeu et de votre clique. D'ailleurs, vous ne ressentez plus et c'est dans les autres que vous continuez à récolter. Je ne vous ai pas servi à grand-chose, mais je vous ai donné le fond de moi-même, le meilleur, jusqu'à en oublier ma fille. C'est affreux et je vous en veux. Vous n'aviez qu'à me laisser. Avais-je voulu cette chose? Mais sachez-le, vous vous êtes moqué de moi, mais moi aussi j'ai eu le temps, et j'en ris. J'en ris peut-être de rage, mais quand même, ça soulage. Nadja. Moi-même, j'ai beaucoup insisté sur un point qui, je pense, est très important, à savoir que Breton a voulu, d'une certaine façon, aider Nadja en essayant presque de faire une sorte de promotion de Nadja comme artiste. Et c'est là qu'il faut rapporter une chose que en général, on n'en parle pas. Enfin, pourtant, moi-même, j'en ai parlé vraiment à différentes reprises, de façon insistante d'ailleurs. Donc, dans la Révolution surréaliste, on est donc en 1926, il y a vraiment, et c'est comme ça aussi, si on veut comprendre ce qu'est la notion d'objet surréaliste, il faut comprendre que dès cette époque, et même avant, il y a une préoccupation concernant les objets. Et c'est l'année aussi, enfin, ceci je m'en suis aussi rendu compte quand j'ai fait mon livre sur les éditions surréalistes, parce que les éditions surréalistes sont liées à la galerie surréaliste. Donc l'ouverture de la galerie surréaliste, c'est une ouverture qui permet aux surréalistes d'avoir leur propre galerie, de faire la promotion des tableaux surréalistes, mais aussi des objets qu'ils appellent sauvages, c'est-à-dire des objets primitifs, de l'art, comme on appelle maintenant l'art premier, enfin, de l'art qui n'est pas européen, enfin bref. Il y a plusieurs idées. Il y a l'idée, par exemple, de faire des enregistrements de poèmes. Mais il y a aussi l'idée de boules de neige. Boules de neige, c'est-à-dire ces boules de souvenirs. C'est un objet qui est à la portée de tous et qui a une forte portée symbolique. Et là, l'idée, c'est de mettre, en somme, les peintres dans une boule de neige. Et donc, on annonce un hommage à Picasso avec un élément de Picasso dans la boule de neige, une boule de neige de Man Ray, qui d'ailleurs, dont on a la photo. Et voilà, c'est là où Nadja apparaît. Breton veut introduire le dessin l'âme des amants, ou la fleur des amants, ou l'enchantement, enfin, donc il y a plusieurs noms, donc l'âme des amants, dans cette boule de neige. Et il indique comme initiale N-D. N, c'est-à-dire Nadja, D, Delcourt. Mais ce qui est intéressant, c'est que Breton a mis Nadja presque devant les autres, puisqu'il a précisé, au fond, le titre de sa boule de neige, ce qui n'était pas le cas des autres. Mon André, c'est fort quand je suis seule, j'ai peur de moi-même. Quand tu es là, le ciel est à nous deux, et nous ne formons plus qu'un rêve si bleu, comme une voix azurée, comme ton souffle. André, je t'aime. Pourquoi pourquoi m'as-tu pris mes yeux? Ta Nadja. Il faut comprendre que ce qu'on comprenait de ce qu'on appelle en général la folie, c'était une science très très jeune. La psychanalyse, la psychologie comme science
était très, très jeune et on n'avait pas une très bonne compréhension de ce qui se passait physiquement, chimiquement, dans la personne qui manifestait de la maladie mentale. Mais c'était une période très riche dans la recherche. Déjà, nous savons que Breton, quand il a fait son service militaire pendant la Première Guerre mondiale, il faisait des études en médecine et il ne pouvait pas lire Freud parce que Freud n'était pas encore traduit en français. Ça allait venir plus tard, dans les années 30. Mais les professeurs de Breton lui ont appris ce qu'ils ont compris un peu de Freud. Donc, ils comprenaient un petit peu de Freud et l'importance de l'inconscient et des rêves. Et aussi l'importance de la capacité du patient de parler et de raconter, de faire un récit de ce qui lui arrivait pour pouvoir résoudre la question de la maladie. La maladie était posée comme une question, si vous voulez. Mais le fait qu'on ne comprenait pas bien ce qu'on appelait la folie ou la maladie mentale, Breton avait au départ une compréhension très naïve de la folie. Et donc, il idéalise la folie dans le manifeste du surréalisme, où il parle des fous d'une façon très admiratrice, qui montre un manque de compréhension complet de l'agonie de ce que peut être la vraie maladie mentale. Parce qu'il n'avait pas, il avait vu les commotionnés de guerre quand il était avec Louis Aragon, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, dans l'hôpital à Paris, où il était responsable, pas vraiment de guérir, mais de s'occuper des malades qui a été traumatisés, des traumatisés de guerre, des commotionnés de guerre. Et on ne savait pas trop comment les traiter, mais on les gardait dans l'hôpital. Et Breton et Aragon, eux, étaient chargés d'être juste présents, si vous voulez. Et c'est ce qu'ils ont entendu sortir des pensées, des réflexions de ces malades mentaux, de ces commotionnés de guerre, qui a inspiré le désir d'essayer de reproduire en eux-mêmes cette poésie pure qui n'avait rien à voir avec ce que ces hommes auraient pu apprendre à l'école. Et c'était bien sûr une réaction de trauma complet. Mais ce que c'est que le trauma, on ne comprenait pas encore. Donc, il y a une idéalisation. Et chez Breton, lorsqu'il commence à comprendre que Nadja n'allait pas bien, il a commencé à comprendre, peut-être, il n'en dit pas trop, mais qu'il avait idéalisé Nadja et qu'en partie, cette créativité qu'il avait admirée chez elle était aussi un symptôme, si vous voulez, de sa maladie mentale. Et il a pris ses distances d'elle parce que finalement, la vraie maladie mentale fait peur. André, m'oublies-tu? J'aurais été bien heureuse de te revoir aujourd'hui. Je m'amuse, je ris, plus fort que rire. J'aime la vie, j'aime la rue, je me grise des allons, du vent, mais c'est pour mieux te sentir et mieux me rappeler. Je m'amuse comme une petite fille au milieu de ses jouets, et si ce pantin marche mieux que l'autre jour, je tire la ficelle. Je chante aussi, qu'importe. Je te reverrai bientôt, n'est-ce pas? Et alors je serai gentil, comme un jouet bien sage. Bon baiser, Nadja. Au point où certaines femmes associées au mouvement surréaliste se sont peut-être reconnues un peu dans le personnage de Nadja parce qu'elles-mêmes ont eu des difficultés avec la maladie mentale. Breton y donnait voix. Une personne qui lutte avec la maladie mentale leur a aidé à exprimer leur propre réalité dans leur propre voix. Pas par le biais de Breton, mais dans leur propre voix. Et je viens tout récemment de comprendre mieux que je n'avais compris avant que en bas, que Leonora Carrington a d'abord narré à Pierre Mabille et Jeanne Mignon à la ville de Mexico. Carrington a dit par la suite que Breton a vraiment joué un rôle en encourageant Carrington à écrire son propre récit de ce qui lui est arrivé en Espagne, de comment elle s'est retrouvée dans un hôpital de maladie
de malades mentaux et comment elle s'est en sortie. Et il l'a vraiment encouragée à raconter l'histoire comme une façon de thérapie par récit, cette façon de guérir les patients que Freud avait initié, de faire parler le patient. Et Breton lisait Freud, ce qu'il pouvait comprendre de Freud, et il était convaincu que c'était une histoire importante. Et puis, une fois qu'elle avait fait le récit à Mabie et à Jeanne Maignan, ce récit a été transcrit et publié par Breton dans VVV à New York en 1944. Et donc, c'était la réponse de Carrington à l'encouragement de Breton de faire ce récit. Donc, c'est avec l'encouragement de Breton que nous avons en bas, qui est, si vous voulez, la suite de Nadja. C'est qu'est-ce qui se passe quand une femme artiste, poète, qui s'intéresse aux idées du surréalisme, qui est amie avec Breton, qui par la suite se trouve dans éprise, victime de la maladie mentale, mais qui a la présence d'esprit, une fois qu'il est guéri, de pouvoir décrire ce qui lui est arrivé. Je pense, alors, Nadja, elle a joué un rôle capital dans le surréalisme et pour elle-même, on doit espérer que cette relation lui a apporté quelque chose. Je pense qu'on ne peut pas tenir Breton responsable de sa descente dans la vraie maladie. Parce que ce qu'on nous explique dans Nadja, c'est qu'elle a mis feu dans son hôtel. Elle a commencé un incendie dans son hôtel. Alors, bien sûr, on a fait venir la police. Elle n'avait pas d'argent, donc on l'a probablement d'abord arrêtée et puis on l'a conduite à un asile. Et elle a passé le reste de sa vie dans un asile. Mais le personnage qui a influencé le surréalisme, c'est Nadja, c'est le nom qu'elle se donnait elle-même. Et c'est ce personnage mythique où Léona Delcourt a créé, a inventé le personnage qu'elle voulait être quand elle était avec Breton, que Breton a accepté. C'est ça le personnage qui a eu tellement d'influence sur le surréalisme. Malgré la tragédie de sa vie et le fait qu'elle a été victime de ces circonstances, qu'elle ait eu cet impact non seulement sur le surréalisme, mais Nadja est un des livres du XXe siècle qu'on continue à lire. C'est sur la liste des livres importants qu'il faut lire si on lit la littérature du XXe siècle. Donc, c'est un livre tribut à cette femme qui a eu une énorme influence poétique, esthétique sur la pensée du XXe siècle. C'était Léona Nadja Delcourt, 1902-1941. Je remercie vivement Georges Sebag, Kate Conley et Mary-Laura Papla de leur précieuse collaboration. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans le miroir de la muse. À la prochaine.